Garat Jebbileh, l'éveil du géant de fer. La révolution de la boucle verte. Au sud-ouest de l'Algérie, là où le Sahara ne semble plus avoir de fin, repose l'un des plus grands mystères industriels du XXe siècle. Sous cette terre brûlée, à perte de vue, dort un géant. Son nom, Garat Jebbileh. L'histoire commence en 1952, lorsque le géologue Pierre Jevin pose le pied sur ces plateaux tabulaires du bassin de Tindouf. Les analyses tombent rapidement, et elles sont stupéfiantes. Sous ses pieds se cachent 3,5 milliards de tonnes de fer. De quoi construire des milliers de tours Eiffel, des millions de kilomètres de rails, de quoi alimenter l'industrie mondiale pendant des décennies. Mais l'euphorie est de courte durée. Les laboratoires du service de la colonisation et de l'hydraulique révèlent une hématite malade, une roche empoisonnée. Le minerai contient entre 57 et 58% de fer, ce qui est remarquable pour un gisement sédimentaire. Cependant, il renferme aussi près d'1% de phosphore. À l'époque, ce chiffre sonne comme une condamnation à mort industrielle. Car le phosphore est l'ennemi juré de l'acier. Il le rend cassant, fragile, inutilisable. Les hauts fourneaux classiques qui dominent alors la sidérurgie mondiale ne tolèrent pas plus de 0,05% de cette impureté. Avec près d'1%, le minerai de Garat Jebbileh est tout simplement inexploitable. Les géologues de l'époque examinent la structure du minerai au microscope et découvrent le cœur du problème. Le fer se présente sous forme d'oolite, de minuscules billes de 0,1 à 0,5 mm de diamètre. Et le phosphore n'est pas simplement mélangé au fer, il est emprisonné à l'intérieur même de ces billes, sous forme d'apatite, un phosphate de calcium intimement soudé aux couches d'oxyde de fer. Un simple broyage suivi d'une séparation magnétique ne peut rien contre cette fusion moléculaire. Le verdict tombe en 1952, Garat Jebbileh est une réserve stratégique pour l'avenir, mais inexploitable avec les technologies et les coûts de l'époque. Le transport sur 900 km vers la mer ajoute un surcoût insurmontable que la qualité médiocre du minerai ne peut compenser. Le géant est enterré vivant. Il dormira pendant 70 ans. Mais le monde change. Les technologies évoluent. Et en ce début de XXIe siècle, l'Algérie décide de réveiller son titan endormi. Le gisement est divisé en 3 zones distinctes que les géologues appellent Garat Ouest, Garat Centre et Garat Est. Ensemble, elles recèlent des réserves colossales, toujours estimées entre 3 et 3,5 milliards de tonnes. Les plans actuels, élaborés en partenariat avec un consortium chinois, visent une extraction progressive qui devrait atteindre 40 à 50 millions de tonnes par an à l'horizon 2030 à 2035. Pour vaincre le phosphore, l'Algérie a choisi une approche radicalement différente de celle des hauts fourneaux classiques. La technologie retenue s'appelle la réduction directe, connue sous l'acronyme DRI. Au lieu de fondre brutalement le minerai dans un four à charbon, on utilise le gaz naturel, abondant et bon marché en Algérie, pour retirer l'oxygène du minerai sans le fondre totalement. Ce procédé permet de maintenir une température contrôlée où le fer se réduit en métal tandis que le phosphore reste piégé dans la gangue, ces impuretés rocheuses que l'on peut ensuite séparer mécaniquement. Mais avant même cette étape, le minerai subit un pré-traitement thermique appelé grillage magnétisant. On le chauffe à environ 650 degrés Celsius dans une atmosphère réductrice. L'hématite se transforme alors en magnétite, devenant magnétique. Cette transformation fragilise la structure du minerai et permet une première séparation du phosphore par des aimants à haute intensité. La neutralisation finale s'opère ensuite par lixiviation alcaline, un lavage chimique à la soude qui dissout le phosphore résiduel sans attaquer le fer. Les partenaires chinois apportent une innovation supplémentaire, une technologie de frittage spécifique où des additifs sont mélangés au minerai pour emprisonner le phosphore dans la scorie liquide dès la première fusion. Le poison devient ainsi inoffensif pour l'acier final. Les tests effectués récemment ont montré que le taux de phosphore peut désormais descendre sous la barre des 0,1%, ce qui est suffisant pour fabriquer de l'acier de construction de qualité internationale.
Le verrou technique qui bloquait le projet depuis cette décennie a enfin sauté. Mais extraire du fer est une chose, le transporter en est une autre. L'autre barrière historique de Garage-Billet était son enclavement total. 950 km séparent les mines de Tindouf de la ville de Béchar au nord. C'est le plus grand chantier ferroviaire d'Afrique. Une ligne de fer massive a été construite, conçue pour une charge à l'essieu de 32,5 tonnes, le standard des lignes minières lourdes. Elle peut supporter le passage de convois colossaux de plus de 2 km de long, composés de près de 200 wagons tirés par des locomotives de forte puissance. L'investissement global du projet est à la mesure de son ambition, entre 12 et 20 milliards de dollars pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Le complexe minier et les usines de traitement représentent 7 à 10 milliards, dont environ 1,5 milliard pour les unités d'extraction à ciel ouvert et 1 milliard spécifiquement pour les installations de déphosphoration. Le chemin de fer à lui seul coûte environ 5 milliards de dollars. Les infrastructures de soutien, centrales électriques et systèmes d'eau, ajoutent 2 à 4 milliards supplémentaires. Car faire fonctionner une usine en plein désert pose un défi existentiel, l'eau. Dans l'une des régions les plus arides du monde, sans eau, il est impossible de traiter le phosphore. La séparation chimique et le refroidissement des installations en nécessitent des volumes massifs. La solution principale ne vient pas de la mer, bien trop loin, mais du sous-sol. Des forages profonds exploitent les nappes aquifères albiennes, ces réserves d'eau fossile situées à plusieurs centaines de mètres sous le Sahara. Cette eau est souvent saumâtre et très chaude. L'usine intègre donc des unités de dessalement par osmose inverse directement sur le site minier. Mais puiser dans les nappes fossiles ne suffit pas. Le cœur technologique de l'installation repose sur le recyclage en circuit fermé. L'objectif est de recycler plus de 80% de l'eau utilisée grâce à des épaississeurs à haute capacité et des filtres presse géants. L'eau est séparée des bouts de phosphore, purifiée, puis réinjectée dans le cycle de lixiviation ou de refroidissement. Pour la phase industrielle de 50 millions de tonnes, un projet de transfert d'eau est prévu depuis des zones plus au nord, via des conduites de plusieurs centaines de kilomètres alimentées par des stations de pompage fonctionnant à l'énergie solaire. Pendant ce temps, de l'autre côté du continent africain, un autre géant s'éveille. En Guinée, le projet Simandou s'apprête à déverser sur le marché mondial un minerai ultra pur, titrant plus de 65% de fer avec quasiment aucune impureté. C'est la Rolls-Royce du fer, un produit que l'on peut charger directement sur les navires sans aucun traitement préalable. L'arrivée massive de ce fer guinéen agit comme un tsunami sur les prix de l'acier mondial. Le marché va se diviser en deux catégories, le fer premium de Simandou et le reste. Pour chaque % de fer en moins par rapport à l'indice de référence, on perd 2 à 3 dollars par tonne. Avec son minerai à 57% et son phosphore résiduel, Garage-Billet devra accepter une décote. Mais l'Algérie possède 2 atouts que la Guinée ne pourra jamais copier. Le premier est le gaz naturel. En utilisant le gaz pour la réduction directe plutôt que le charbon polluant, l'Algérie produit un acier déjà plus propre. Et les installations actuelles sont conçues pour passer à l'hydrogène vert d'ici 2035, ce qui permettrait d'exporter un acier zéro carbone vers l'Europe. Le second atout est la géographie. Le trajet entre la Guinée et la Chine prend environ 40 jours de mer. Le trajet entre l'Algérie et les ports européens de Rotterdam, Gênes ou Fos-sur-Mer ne prend que 2 à 4 jours. Le coût du fret maritime depuis la Guinée peut atteindre 20 à 30 dollars la tonne. Depuis l'Algérie vers l'Europe, il sera inférieur à 8 dollars. Cette économie de transport compense largement le surcoût de la déphosphoration. Garage-Billet ne gagnera pas la guerre de la pureté. Cette bataille est perdue d'avance face aux fers guinéens ou australiens. Mais l'Algérie peut gagner la guerre de la proximité et de l'énergie propre. Son fer n'a pas besoin d'être le meilleur, il doit être le plus proche et le plus vert. Pourtant, malgré ses atouts considérables, le projet actuel présente des failles. 2 hémorragies financières menacent sa rentabilité optimale.
La première est la logistique morte. 50% du trajet ferroviaire s'effectue à vide. Les trains géants qui ont déchargé leur fer à Béchar repartent vers la mine sans rien transporter. Ces locomotives coûteuses, véritables mastodontes d'acier, roulent pendant des heures pour une valeur transportée nulle. C'est un gaspillage considérable. La seconde faille est l'hémorragie énergétique. Le recours exclusif au gaz naturel pour toute la chaleur de process pèse lourdement sur le coût de revient. Chaque mètre cube de gaz brûlé à la mine est un mètre cube qui ne sera pas exporté, une perte de devise pour l'État. Mais il existe une vision différente, une approche révolutionnaire qui transformerait ces failles en force. Une vision qui ferait de Garadjebile non plus simplement une mine, mais un écosystème industriel circulaire unique au monde. Cette vision repose sur une idée simple mais audacieuse, utiliser les trains qui retournent à vide vers la mine pour transporter les déchets ménagers de la ville de Béchar. Béchar compte environ 300 000 habitants. Chaque jour, cette ville produit 120 tonnes d'ordures ménagères qui s'accumulent dans des décharges saturées, polluant les sols et menaçant les nappes phréatiques. Et pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres au sud, une usine géante a besoin d'énergie pour purifier son fer. La solution est évidente, envoyer ces déchets vers la mine pour les transformer en énergie. Le système proposé s'appelle le swapping, ou échange de rames. Au lieu de charger et décharger un train fixe en perdant des heures précieuses, on utilise 3 jeux de 200 wagons par train en circulation. Le premier jeu est en transit sur les rails. Le deuxième est en cours de chargement à la mine. Le troisième est en cours de déchargement du fer et de chargement des déchets à Béchar. Voici comment cela fonctionne. La locomotive arrive à Béchar avec 200 wagons chargés de minerais de fer. Elle se détache immédiatement de sa rame et se fixe sur une autre rame de 200 wagons déjà chargés de déchets compactés dans des conteneurs hermétiques. Cette rame a été préparée pendant que le train précédent était en route. La locomotive repart aussitôt vers le sud avec sa cargaison de déchets. Arrivée à Garadjebile, elle se détache à nouveau et récupère une troisième rame de 200 wagons déjà remplis de minerais frais. Elle repart vers le nord. Et le cycle recommence, sans fin, 24 heures sur 24. Les locomotives ne dorment jamais. Le temps d'arrêt se limite au ravitaillement en carburant et au changement d'équipage. L'utilisation des locomotives passe de 60% dans le modèle classique à plus de 90%. On peut réduire le nombre de locomotives nécessaires de 20% pour le même tonnage annuel, économisant des dizaines de millions de dollars en investissement initial. Mais que faire de ces déchets une fois arrivés à la mine ? Les conteneurs hermétiques sont déchargés par des bras robotisés et dirigés vers une unité de valorisation énergétique. Cette installation ultra-moderne transforme les ordures en chaleur et en électricité par combustion contrôlée. Avec les 120 tonnes quotidiennes de Béchar, auxquelles s'ajoutent les déchets des 15 000 employés de la mine et de leurs familles, le gisement annuel atteint environ 50 000 tonnes. Ce n'est pas suffisant pour alimenter les fours géants de déphosphoration qui nécessitent des gigawatts, mais c'est suffisant pour produire 30 000 MWh d'électricité par an, de quoi alimenter l'équivalent de 5 000 logements ouvriers. Plus important encore, la chaleur produite par l'incinération peut être utilisée pour le préchauffage des fluides industriels et dans les unités de dessalement par distillation thermique. Cette chaleur gratuite économise du gaz naturel précieux. Le calcul est éloquent. Pour 50 000 tonnes de déchets par an, l'économie de gaz naturel s'élève à environ 5,5 millions de mètres cubes. Ce gaz économisé peut être réinjecté dans le réseau d'exportation, générant un profit direct en devises de 15 à 20 millions de dollars par an. La chaleur des déchets sert également au traitement du phosphore lui-même. La séparation chimique de cette impureté demande de la chaleur. La combustion massive des déchets de Béchar fournit une source de vapeur industrielle constante et gratuite. Le poison du fer algérien est neutralisé en partie grâce aux poubelles d'une ville du désert. Mais toute combustion produit des résidus. Et ces résidus, les mâches fer, posent un problème de santé publique.
Ils peuvent contenir des métaux lourds et des dioxines si la combustion n'est pas parfaitement maîtrisée. On les suspecte d'être cancérigènes. Les stocker dans des décharges serait échanger un problème environnemental contre un autre. La solution existe, et elle est radicale, la vitrification par plasma. Le mâche-fer est soumis à une torche de plasma chauffée à plus de 1500 degrés Celsius. À cette température extrême, les résidus fondent complètement. En refroidissant, ils se figent en une structure vitreuse, une sorte d'obsidienne synthétique, noire et brillante. Ce verre industriel est totalement inerte. Les polluants sont emprisonnés de manière définitive dans sa structure moléculaire. Aucune substance toxique, aucun produit cancérigène ne peut s'en échapper, même après 100 ans d'exposition aux intempéries. C'est le matériau le plus stable qui existe. Mais ce verre n'est pas seulement inoffensif, il est utile. Sa dureté dépasse 1500 mégapascales, supérieure à celle des granulats naturels extraits des carrières. Il devient le remblai ultime pour les travaux publics. Utilisé comme sous-couche pour les futures autoroutes transsahariennes ou pour les fondations de la voie ferrée elle-même, ce matériau offre une résistance à la compression exceptionnelle. Les ordures ménagères de Béchar deviennent littéralement les colonnes vertébrales du transport national. L'économie est considérable. On supprime les coûts de mise en décharge et on réduit les coûts de construction des routes minières de 15%. Sur la durée de vie du projet, cela représente une économie de 300 millions de dollars sur les infrastructures routières. Les cendres issues de l'incinération peuvent également être mélangées au scorie phosphaté, ce déchet ultime du traitement du fer. L'ensemble forme un engrais enrichi que l'on peut vendre aux agriculteurs. Le phosphore qui empoisonnait le fer devient un nutriment pour les sols. La boucle est bouclée. Rien ne se perd, tout se transforme. Cette vision circulaire n'est pas seulement une prouesse technique. Elle est un argument commercial décisif pour conquérir le marché européen. Car l'Europe change. À partir de 2026, l'Union européenne impose son mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. L'acier produit avec du charbon sera lourdement taxé, environ 80 à 100 € par tonne de dioxyde de carbone émise. Les sidérurgistes européens qui achètent du fer australien ou brésilien transformé au charbon devront payer cette taxe. Mais l'acier algérien, produit au gaz naturel, émet déjà moins de carbone. Et si l'on ajoute que l'énergie de transformation provient en partie de la biomasse, ces déchets ménagers incinérés, l'empreinte carbone s'effondre encore davantage. L'Europe ne veut plus seulement du fer. Elle veut une preuve de respect de la nature. Elle veut pouvoir dire à ses citoyens que l'acier de leurs voitures et de leurs bâtiments n'a pas détruit la planète. La vision classique du projet Garage-Ebillet, avec ses décharges à ciel ouvert et sa dépendance totale aux combustibles fossiles, risque de fermer les portes de ce marché européen exigeant. Mais la vision circulaire ouvre ses portes en grand. Béchar devient une ville zéro déchet, nettoyée par le train de retour. L'eau est recyclée en circuit fermé grâce à la chaleur de l'unité de valorisation. Le paysage saharien est préservé par l'absence de décharge de mâche-fer. La vitrification élimine toute opposition liée à la santé publique. Ce label d'acier circulaire, ce certificat de responsabilité environnementale, permet de vendre le fer algérien non pas moins cher que le fer guinéen, mais plus cher. Pour un constructeur automobile comme Mercedes ou BMW, pour un fabricant de trains comme Alstom, pouvoir afficher un acier propre dans leurs produits justifie un prix premium de 5 à 10%. Cette transformation industrielle crée aussi une transformation humaine. Le marché de l'emploi local n'est plus celui des manœuvres et des terrassiers. Il devient celui des techniciens de haute précision. L'ingénierie du plasma et de la thermique requiert des spécialistes en physique des hautes températures. Garage-Ebillet pourrait devenir le premier centre de formation africain pour le traitement des déchets par plasma. La logistique intermodale automatisée demande des gestionnaires de flux capables d'utiliser l'intelligence artificielle pour synchroniser les trains au millimètre près, évitant toute congestion dans le balai incessant des rames.
La maintenance des systèmes circulaires nécessite des techniciens spécialisés dans les conteneurs pressurisés et les unités de récupération de chaleur fatale. 1200 emplois directs supplémentaires seraient créés, uniquement liés à la plateforme de tri, de CAM-Pectige et de vitrification. Ce ne sont plus des emplois précaires de chantier, mais des métiers de haute technologie qui incitent les diplômés des universités de Béchar et d'Oran à rester dans leur région. Si l'on compile l'ensemble de cette vision, le gain net pour l'État algérien sur 25 ans est colossal. La réduction de la flotte de locomotives grâce à l'optimisation du temps de rotation représente une économie de 200 millions de dollars sur l'investissement initial. L'économie de gaz naturel génère 15 à 20 millions de dollars de profits supplémentaires par an, soit près de 500 millions sur la durée de vie du projet. L'utilisation du mâche-fer vitrifié pour les infrastructures routières économise 300 millions de dollars. La vente de crédits carbone sur le marché international est estimée à 40 millions de dollars par an, soit 1 milliard sur 25 ans. Le coût de transport par tonne passe de 18 $ dans le modèle classique à 12 $ dans la vision intégrée, une réduction de 33%. La consommation de gaz passe de 100% à 88%, les 12% restants étant couverts par l'énergie des déchets. L'impact carbone se transforme de handicap taxé par l'Union européenne en avantage sous forme de crédit carbone. Et surtout, la gestion des déchets, qui était un coût pour l'État et un problème de santé publique pour la ville de Béchar, devient une ressource pour la mine. Un centre de coût se transforme en centre de profit. Garat Jebile n'est plus un rêve de géologue poussiéreux enterré dans les archives de 1952. C'est un moteur qui redessine la carte économique de l'Algérie. Mais pour transformer ce projet en succès historique, les autorités doivent regarder au-delà du modèle industriel classique. Elles doivent comprendre que la mine du XXIe siècle ne se contente pas d'extraire. Elle transforme, elle recycle, elle valorise. Arrêtez de faire rouler des trains vides. Arrêtez de brûler du gaz naturel exportable là où les ordures peuvent servir de combustible. Transformez les résidus dangereux en autoroutes. Vendre à l'Europe un acier circulaire produit en nettoyant les villes du Sahara. Le projet actuel est une mine du XXe siècle, performante mais conventionnelle. Cette vision en fait le modèle industriel du XXIe siècle, une référence mondiale en économie circulaire. Il est temps de revoir la copie. Le fer de demain sera circulaire, ou ne sera pas. Le géant de Garat Jebile ne s'est pas seulement réveillé. Il a appris à marcher en harmonie avec son environnement. Et il est prêt à forger le siècle à venir.